Bienvenue à notre webinaire sur les matériaux polymères et composites organiques. Les webinaires sont organisés par la Fédération française des matériaux en partenariat avec l'Association française pour l'avancement des sciences. Pour les fédérations des matériaux, c'est Daniel Neuville qui assure la coordination avec la FAS. Depuis mars dernier, les thèmes des webinaires correspondent à ceux des colloques de la prochaine conférence matériaux qui aura lieu à Grenoble en novembre 2026. La liste de ces colloques est disponible sur le site de Ok. Matériaux 2026. Ça a commencé ou pas? Bah, bientôt, je Oui, oui, pense. Oui. oui, oui. Non, non. Pardon. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fouzia Boulmedé et Marc Guerre. Quelques petites consignes. Merci de bien vouloir couper vos micros. Si nous avons le temps, nous prendrons quelques questions que vous pouvez poser dans le chat. Je me rappelle que les webinaires sont enregistrés et que vous pouvez les réécouter sur les sites de la FFM et de la FAS. Donc, je vais présenter notre première intervenante, Fouzia Boulmedé. Elle est directrice de recherche au CNRS, à l'Institut Charles Sadron à Strasbourg, où elle coordonne coordinatrice de l'Institut thématique interdisciplinaire matériaux hiérarchiques et fonctionnels pour la santé, l'environnement et l'énergie. Inspirée par l'ingéniosité de la nature, son activité de recherche porte sur l'utilisation d'un stimulus électrique pour induire la construction de films polymères ainsi que les films de polysaccharides et de protéines en tant que revêtement antibactérien. Ces travaux ont été récompensés par le prix Jeune chercheur de la division de la chimie physique commun à la Société chimique de France et la Société de physique française. Elle a été récemment lauréate du prix Jean-Pierre Pascaud du groupe français des polymères. Paolia, je te laisse la main pour ta présentation. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction et merci à la Fédération française des matériaux de m'inviter aujourd'hui pour présenter nos recherches. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est des résultats qu'on a eus sur des revêtements antibactériens qui sont nanostructurés, inspirés du vivant et avec l'idée d'utiliser plutôt des produits naturels et en particulier ici la chitine. Donc, le contexte de ce travail était d'essayer de combattre les infections bactériennes qui se retrouvent sur des sites d'implantation, par exemple, lorsqu'on a une chirurgie. Malheureusement, dans 5% des cas, quand 5% des patients hospitalisés développent une infection nosocomiale, qui est une infection qui est due à des pathogènes résistants aux antibiotiques, qui peut mener à près de 5000 morts chaque année depuis quelque temps et qui ne cesse d'augmenter avec les années à cause des limites en termes d'antibiotiques qui sont disponibles pour les médecins. Donc, comment ça se passe au niveau des surfaces de ces implants? Ce qui va se passer, c'est que les bactéries vont d'abord s'attacher de manière réversible sur la surface et à un moment, en produisant leur matrice extracellulaire, vont s'accrocher de manière irréversible, euh, croître de plus en plus en se protégeant de leur environnement et donc des antibiotiques également lorsqu'elles elles sont données aux patients. Mais il y a aussi d'autres types de biofilms bactériens qu'on retrouve au niveau des coques de bateau, puisque les premières colonies, ce sont des colonies bactériennes avant que les mollusques commencent à s'accrocher sur la coque du bateau, ce qui induit un impact économique, puisque ça augmente la résistance de ces bateaux et donc augmente la consommation d'essence, de fioul. D'autre part, on a aussi les biofilms qu'on retrouve dans les tuyaux d'eau potable également. Donc, le challenge, le défi, c'est d'essayer de trouver une solution anti-biofilm, c'est-à-dire créer un revêtement qui empêche la prolifération bactérienne jusqu'à la formation de ce biofilm. Et donc, en 2012, Elena Ivanova a mis en évidence des nanotopographies sur les ailes de cigales
Ces nanotopographies sont super hydrophobes, ont des nano-aiguilles de 280 nanomètres de hauteur et par ailleurs sont aussi bactéricides. Donc, on a ici une image, par exemple, de Pseudomonas aeruginosa, ici, qui est complètement prise par ces nanostructures. On les retrouve aussi sur les ailes de libellules, sur la peau des geckos avec différentes formes. Et ces nanostructures, ce qu'elles font, elles vont pénétrer au niveau de la membrane bactérienne, qui va donc se vider de son intérieur, ou alors également par mouvement, la bactérie va commencer à se mouvoir sur cette surface et encore une fois, on va avoir des trous qui vont se former au niveau de la membrane, ou alors sous le mouvement des fluides également. Alors, depuis cette découverte, on a pas mal de matériaux qui sont développés et bio-inspirés de ces nanostructures, réalisés à partir de silicone, de titane, d'or ou de PMMA et de polystyrène. Et ces méthodes de fabrication sont plutôt top-down, c'est-à-dire qu'on va commencer à réaliser des gravures ou des ablations ou de l'électropolissage ou encore de la photolithographie, avec des résultats qui sont très bons. Donc, c'est très efficace. Cependant, cela requiert des instrumentations qui sont assez coûteuses et sont des processus qui sont assez complexes. Mon domaine d'activité est la fonctionnalisation de surface bottom-up. Et pour cela, j'utilise la technique couche par couche, layer by layer en anglais, qui est basée sur l'alternance de polycation et de polyanion. On va avoir des surfaces qui vont être chargées négativement, ce qui est toujours le cas quasiment. Par trempage, on va pouvoir absorber des macromolécules chargées positivement par des interactions électrostatiques. Et ensuite, par rinçage, on va pouvoir également déposer des polyanions, des polymères chargés négativement, et cela de manière quasi infinie. Ce type de revêtement peut être réalisé par trempage, comme je le disais, par pulvérisation des solutions, mais également, un peu plus récemment, par un pinceau. Et donc, cette méthode est simple, elle est à température ambiante, on utilise des solutions aqueuses et on peut faire varier la propriété d'épaisseur, de rugosité, de module Young en utilisant et en faisant varier plusieurs paramètres, que ce soit le nombre de couches, la nature du polyélectrique, le pH ou la force ionique. Donc, c'est très utile pour avoir de la fonctionnalisation de surface chimique. Dans le domaine des films antibactériens, on retrouve trois types de stratégies qui ont été développées à base de ces techniques layer by layer. La technique anti-adhésive qui empêche uniquement l'adhésion bactérienne sans les tuer, et puis deux autres qui vont tuer les bactéries, soit par contact, souvent par des surfaces chargées positivement qui vont perturber la membrane des bactéries chargées négativement, ou par libération d'un principe actif, le release killing. Ici, je vais m'intéresser au contact killing, donc c'est-à-dire perturber la membrane des bactéries par contact avec la surface. Quand on regarde au niveau des ailes des insectes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des protéines, mais il y a aussi de la chitine et des lipides. Qu'est-ce que c'est la chitine? La chitine est un polysaccharide, c'est un nanocristal, c'est un polysaccharide qui est insoluble dans l'eau et qui se retrouve dans les coquilles de crustacés, mais également dans les champignons, et qui donne son dérivé, le chitosan, qui est connu pour ses propriétés antibactériennes. À l'époque où nous avons travaillé sur ce projet-là, on avait trouvé un seul article qui rapportait que la chitine avait des propriétés antibactériennes. Il y avait beaucoup d'autres, bien évidemment, liés au chitosan, ou alors la chitine associée au chitosan. Et donc, notre idée, c'était est-ce qu'en orientant de manière anisotrope nos nanocristaux de chitine, est-ce qu'on va pouvoir développer des revêtements antibactériens? Donc, la chitine, à partir de la chitine, on a eu des nanocristaux de chitine d'à peu près 120 nanomètres de longueur et 10 nanomètres de largeur, qu'on a associés avec les ions 3 et qui ont été associés également avec l'acide tannique. Ici, l'idée, c'était d'avoir des revêtements basés sur des liaisons de coordination. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un pinceau de dessin et on a commencé à déposer par brossage l'acide tannique. Ensuite, après une étape de rinçage et de séchage, on l'a trempé dans le fer 3, les ions fer 3, et ensuite rinçage, séchage, et puis dépôt
par pinceau des nanocristaux de chitine dans une seule direction, et puis ensuite faire 3 et ainsi de suite. On a comparé cette méthode de brossage avec la méthode de trempage, c'est-à-dire où l'acide tannique et la chitine sont déposés par trempage. L'épaisseur du brossage qui est ici en bleu, on atteint à peu près 20 nanomètres d'épaisseur de notre film, contrairement au trempage qui donne plutôt une centaine de nanomètres. Et on a allé regarder la topographie de ces films par microscopie à force atomique. Ce qu'on a pu voir tout d'abord, c'est que par pinceau, on a bien une orientation de nos nanocristaux qui est dans la direction du brossage, et par trempage, pas vraiment. On a traité nos images par imagie et on a pu mettre en évidence effectivement une orientation à partir du revêtement qui a été obtenu par brossage, alors qu'il n'y était pas sur le revêtement obtenu par trempage. Donc, à partir de maintenant, je vais appeler mes films obtenus par pinceau des nanocristaux, des films de chitine orientés, et ceux qui ont été obtenus par trempage non orientés. Une de nos questions, c'était si on met des bactéries sur notre surface, est-ce qu'elle va tuer les bactéries qui est dans le surnageant, donc son état planctonique. Ici, vous avez la croissance normalisée de Staphylococcus aureus et des Escherichia coli, ce sont deux types bactériennes différentes. On voit que sur le film orienté ou non orienté ou sur le vert, qui est notre contrôle, qui est non traité, on n'a quasiment aucun effet. Donc, on n'a pas d'effet bactéricide sur le surnageant. Une de nos questions, c'est est-ce que les bactéries adhérées, elles, sont impactées par notre revêtement? Donc, on a marqué nos bactéries par des fluorophores en vert pour trouver les bactéries vivantes et en rouge celles qui sont mortes. Et ce qu'on voit déjà dans un premier temps, ce qui est flagrant, c'est que sur les films orientés, on n'a quasiment pas de bactéries, alors que sur le film non orienté et le vert, qui est notre contrôle non traité, on a beaucoup de bactéries. À partir de ces images, on a traité les pixels et on a pu reporter ici le nombre de bactéries par millimètre carré sur les films orientés et les films non orientés et sur le vert. Et on voit qu'on a 2 logs, 98,6% de réduction de Staphylococcus aureus et de 1 log de réduction, 90%, de Escherichia coli. Ensuite, on est allé regarder la formation du biofilm. Donc là, on a augmenté par 10 la quantité de bactéries qu'on a mis sur notre film, qu'on a laissé 48 heures au lieu de 24 heures, et on est allé marquer nos bactéries de la même manière. Ce qu'on voit, effectivement, c'est que sur les films orientés, on n'a quasiment pas de biofilm, alors que sur le film non orienté et le vert, notre contrôle, on a le biofilm. On a 96% de réduction du biofilm de S. aureus sur nos films de chitine orientés. Ensuite, on a regardé quel était l'effet de la dernière couche, puisque je vous rappelle, on alterne chitine, acide tannique, fer 3. Et ce qu'on voit, c'est que si on ne termine pas par la chitine, qui est ici représentée en haut, on voit qu'on récupère des bactéries, un peu moins que sur le vert contrôle, mais quand même. Donc, l'impact de la dernière couche, c'est-à-dire la présence de la chitine, est importante pour notre effet bactéricide. On est allé regarder en microscopie électronique à balayage l'état de nos bactéries. Donc, S. aureus est une bactérie qui est sous forme sphérique. On en a vu très peu à faible grossissement dans le cas des films orientés, alors qu'on en voit beaucoup plus dans les deux autres cas, le non orienté et le vert. Et on voit que sur les rares bactéries qu'on a pu imager, on voit des trous. Et donc, la membrane est sévèrement impactée par notre revêtement. Dans les cas où le film n'est pas fini par la chitine, on voit effectivement un peu plus de bactéries et toujours quand même des bactéries qui sont dans un très mauvais état. Ensuite, en collaboration avec Grégory Francius, on est allé regarder quel était le module Young, la rigidité de nos membranes bactériennes, donc celles qui étaient sur nos surfaces. Donc, si on prend le vert, on est à peu près à 1 mégapascal en termes de rigidité. Et ce qu'on voit, c'est que sur les films non orientés et les films orientés, quelle que soit la couche par laquelle on a terminé, on est à peu près à 2 mégapascales. Donc, nous, on se serait attendu à ce qu'en créant un trou au niveau de la membrane, ça allait plutôt se réduire. Donc, on allait regarder un peu plus précisément nos images de microscopie électronique et on a évalué l'épaisseur des membranes bactériennes. Et ce qu'on a vu, c'est que par rapport au vert, où on a une membrane bactérienne d'à peu près 40 nanomètres, dans le cas des films orientés, on a une augmentation de cette épaisseur.
Et cette épaisseur, cette augmentation d'épaisseur, elle est reliée à la bactérie qui est sous stress. Donc, quand une bactérie est sous stress, elle va essayer de se protéger de son environnement et elle va produire de plus en plus de matrices. Et c'est typiquement ce qui arrive lorsque la bactérie est sous stress au contact d'un antibiotique auquel elle est sensible. Hop. Quand on regarde un peu plus précisément la topographie des films en 3 dimensions, donc par imagerie AFM, on voit qu'on a plutôt des pics type hérisson dans le cas des films orientés et dans le cas non orientés, un peu moins marqués. Si on regarde la section de notre rugosité, on voit qu'on atteint à peu près 40 nanomètres de hauteur sur nos pics, ici dans le cas de l'orienté, et plutôt une vingtaine dans le cas du non orienté. Par ailleurs, on a également traité les images AFM pour mesurer, pour avoir la distribution de taille des hauteurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre l'orienté a une distribution de taille de hauteur à 80 nanomètres, ce qui est dans le cas du non-orienté plutôt à 40 nanomètres. Et on a aussi la même orientation, enfin la même type de distribution de hauteur dans le cas des films orientés se terminant par une autre couche. Enfin, on a réalisé de la microscopie à force atomique chimique, toujours avec Grégory Francius, où il a fonctionnalisé sa pointe avec des groupements phosphates pour mimer les membranes bactériennes négatives, et on a mesuré la force d'adhésion de cette pointe sur nos surfaces. Ce qu'on voit, c'est que sur les films orientés, on a une adhésion de plutôt 0,03 nanonewton, qui est significativement plus élevée que sur le non-orienté et évidemment sur le vert. Donc, on a une adhésion, une force d'attraction de notre pointe qui est plus élevée sur le non-orienté. D'autre part, on a réalisé une cartographie également de ces forces d'attraction à la surface. Et ce qu'on voit, c'est que sur les films non orientés, on a beaucoup de points qui sont dans le bleu, donc avec des 0,8, 0,5 nanonewtons de force d'adhésion, alors que sur le non orienté, on en a un peu moins en densité et encore moins sur le vert. Sur les autres types de films qui sont terminés par d'autres couches, là, dans le cas où on finit avec le fer 3, on a une interaction qui est spécifique entre le phosphate et le fer 3 qui fait qu'on a une forte densité. Et pour l'acide tannique, on a également une interaction qui est non spécifique. En conclusion, ici, je vous ai montré une méthode très simple, plutôt bottom-up, pour obtenir des nanostructurations antibactériennes qui permettent d'avoir un effet contact killing et qui endommagent sévèrement les membranes des bactéries grâce à des aiguilles nanotopographiques d'une quarantaine de nanomètres de hauteur et une forte densité de charge positive. Donc, le mécanisme, c'est que les bactéries sont attirées de manière électrostatique sur le revêtement fortement chargé positivement, et sont impactées, donc créent un trou par les pics qu'on a développés ici. Et d'autant plus que ici, c'est un film qui est FDA approved puisque l'on n'utilise que des produits biosourcés. Donc, je tiens à remercier Mohamed Hassib Iqbal, qui était le doctorant qui a développé ces revêtements, les collaborateurs de l'Institut Charles Sadron, également Florent Meyer et Lydie Plou de l'unité INSERM avec qui je collabore sur la partie antibactérienne, Laurent avec qui je collabore sur la nanocristaux de chitine, Grégory Francius et Fabienne Quiles du LCPME, et je vous remercie pour votre attention. Merci Fauzia. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les mettre dans le chat de discussion, on les posera. Moi, j'avais 2 questions. La première question, c'est est-ce que ces films sont spécifiques pour certaines bactéries ou ne font pas le tri entre les bactéries qu'elles empêchent de s'installer ou qu'elles détruisent? Alors, normalement, ce n'est pas spécifique à un type de bactérie, c'est généralisable. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'entre Escherichia coli, alors je vais essayer de revenir en arrière, on a vu que c'était moins efficace. Et ça vient du fait que Escherichia coli, c'est une bactérie gram-positive qui a une double membrane. Donc, les bactéries, ah non, c'est pas là, pardon, je vais trop loin. Les bactéries type Escherichia coli ont une double membrane qui est connue pour être plus résistante
dans les types de traitements qu'on peut avoir antibactériennes. Et donc, on voit effectivement qu'on est à 90% de réduction, alors que sur S. aureus, on est à peu près presque à 99%. Donc, là où ça peut être différent, c'est sur le type de bactéries, gram-positive ou gram-négatif. Oui, du coup, toutes les bactéries qu'on a en soi, elles ne sont pas toutes mauvaises, il y en a des bonnes. Oui, oui, tout à fait. Tout à Et fait, ouais. Donc, elles du sont coup, détruites de effectivement, la même manière? je pense qu'elles peuvent être détruites de la même manière, ouais. Et donc l'idée dans ce type de revêtement, l'application serait d'avoir éventuellement des revêtements antibactériens sur une table, par exemple, ou sur les poignées de porte dans les Mhm. hôpitaux, pour éviter la prolifération bactérienne, quelle qu'elle soit. D'accord. Mm. Ok. Et ma deuxième question plus générale, c'est ces films, ils sont sensibles, ils sont éventuellement sensibles à leur environnement. Tu as parlé des bateaux, des tuyaux, des choses comme ça, qui peuvent être amenés à rencontrer des milieux salins, pas salins, acides, pas acides. Mhm. Est-ce qu'ils ont une sensibilité à leur environnement? Alors là, je ne l'ai pas testé dans ce cas-là, mais effectivement, un des points faibles pour l'instant de ce revêtement, c'est qu'on est sur des liaisons de coordination entre la chitine, le fer 3 et l'acide tannique. Et effectivement, si on change l'environnement, si dans un environnement extrême où on va, par exemple, avoir un changement de la charge de l'acide tannique ou du fer 3, on va éventuellement détruire le film. Bon, ça, je ne l'ai pas testé. Et donc, une des idées, une des perspectives, ça serait de développer la même type de film, mais avec des liaisons covalentes, afin de permettre une stabilité au choc, par exemple, et également au changement d'environnement. Très bien, merci. Je ne vois pas de questions sur le chat. Merci de votre attention et merci Faouzia, Merci. c'était vraiment bien. Merci.